Bonjour. Comprendre comment les gens expliquent leur propre comportement et celui des autres nous permet de mieux comprendre les interactions sociales. Dans l'épisode précédent, nous avons vu une théorie qui s'intéressait aux conditions dans lesquelles on considère que le comportement d'une personne est provoqué par des facteurs personnels, tels que la personnalité, l'intelligence, etc. Vous pouvez aller voir cette vidéo, le lien est en description. Dans cet épisode, nous allons étudier la théorie de la covariation de Kelley, qui va décrire comment, en fonction de l'information qu'une personne a sur une situation, celle-ci va expliquer les comportements, en trouvant des causes soit venant de la personne qui émet le comportement, de l'entité envers qui cette personne a émis le comportement, ou des circonstances dans lesquelles elle l'a émis. Ces trois lieux de causalité, personne, entité et circonstance, sont donc les trois origines qu'on peut attribuer au comportement d'une personne selon la théorie de Kelley. Et pour déterminer si chacune d'elles est en cause ou non, la personne qui va juger le comportement de quelqu'un va se baser sur trois types d'informations qu'elle a sur la situation. D'abord, pour ce qui est de savoir si c'est la personne qui émet le comportement qui est à l'origine de ce comportement, autrement dit, si cette personne a quelque chose de particulier qui lui fait avoir ce comportement, un trait de personnalité, des capacités particulières, etc., on va se baser sur le consensus, c'est-à-dire sur le comportement des autres. En effet, en reprenant notre exemple de l'épisode précédent, dans lequel une personne voyant une femme se faire harceler au comptoir va s'énerver contre l'harceleur, si c'est la seule personne de tout le bar à s'être énervée contre lui, on aura plus tendance à lui faire des attributions en disant qu'elle est courageuse par exemple. Alors que si la majorité des gens s'étaient levés contre cette personne, on n'aurait pas fait d'attribution spécifique à l'un d'entre eux. C'est bien parce que c'est elle en particulier qui a réagi comme ça qu'on lui suppose des traits de caractère spécifiques. Ensuite, pour ce qui est de l'entité envers qui le comportement a été émis, c'est-à-dire la personne contre qui notre héroïne s'énerve, le piéton qui s'est fait écraser, mais cela peut aussi être un objet en particulier, une entité gouvernementale, bref, n'importe quoi qui serait la destination de ce comportement émis par la personne. Et bien, pour savoir si cette entité a quelque chose de particulier qui justifie le comportement que l'on observe, on va se baser sur ce qu'on appelle la différenciation. Autrement dit, est-ce que la personne qui émet le comportement que nous observons se comporte de la même façon avec les autres entités? Par exemple, est-ce que la personne qui a aidé sa voisine de table se faisant harceler s'énerve généralement contre tout le monde? Ou alors, est-ce qu'au contraire, elle a tendance à être plutôt calme et c'est spécifiquement contre cette personne-là qu'elle s'est énervée? Si elle s'énerve contre tout le monde, on aura moins tendance à se dire que la personne contre qui elle s'est énervée cette fois-ci avait fait quelque chose de mal, en tout cas si on n'a pas accès à toutes les informations. Alors que si on sait qu'elle est d'habitude très calme, mais que cette fois elle s'est énervée, qu'elle lui a hurlé dessus, on aura plus tendance à se dire que cette personne-là avait fait quelque chose de mal. Et enfin, pour savoir si la personne qui va juger le comportement va mettre en cause les circonstances dans lesquelles il a été émis, on va interroger la consistance. En fait, cela revient simplement à se demander la question, est-ce que la personne qui a émis ce comportement l'aurait émis également dans d'autres circonstances? Par exemple, une personne qui échoue à un examen, mais qui d'habitude a toujours des très bonnes notes, si l'on doit juger son comportement, dans cette situation-là, il y a une consistance faible. Imaginons qu'elle était malade, et bien voilà, dans d'autres circonstances, en étant en pleine forme, elle n'aurait pas raté son examen. On va donc pouvoir mettre sur le dos des circonstances l'origine de ce comportement, de son échec. À partir de là, il est possible de regarder toutes les combinaisons possibles de consensus, de différenciation et de consistance, et donc d'en prédire quelles devraient être les explications d'une personne qui jugerait le comportement qu'elle observe. Vous pouvez mettre sur pause si cela vous intéresse. Voici donc le modèle proposé initialement par Kelley. Mais le problème c'est que si ce modèle paraît très clair, en vérité il ne s'applique pas bien toujours, puisque l'esprit fonctionne beaucoup plus par simplification. De plus ici, le fait d'inclure la consistance implique que la personne qui doit juger doit avoir fait plusieurs observations, pour pouvoir prédire si cette personne se comporterait différemment dans d'autres circonstances. De plus, certaines études ont montré que quand on essayait d'appliquer le modèle de Kelley pour prédire les résultats d'une expérience, en demandant aux gens de juger des situations, on observait parfois des variations qui s'écartaient de ce que le modèle prédisait. Et quand on laisse aux sujets le choix d'aller eux-mêmes demander certaines informations sur la situation pour mieux la comprendre, on observe qu'ils ne demandent pas les informations concernant les trois dimensions que nous avons vues. Kelley a donc décidé de reprendre son modèle en précisant certains concepts, particulièrement celui des schémas de causalité. Les schémas de causalité sont des apprentissages que nous acquérons au cours de notre existence sur le fait que certaines causes produisent certains effets.
Cela permet donc facilement de trouver la cause à quelque chose que nous observons sans avoir à trop se poser de questions. En sortant du champ des attributions causales, on pourrait prendre cet exemple. Vous vous demandez pourquoi une personne est enrhumée, il a fait froid ces jours précédents, cette personne ne s'est pas assez couverte, elle est désormais enrhumée. Pas besoin de réfléchir, vous l'avez stocké dans votre dossier d'explications toutes faites. Vos schémas de causalité. Kelly distingue deux types de schémas de causalité. Le schéma de causalité multiple suffisante et le schéma de causalité multiple nécessaire. Suffisante et nécessaire, pourquoi ? Car dans une situation qui nous est familière, une situation de la vie quotidienne, nous n'avons pas forcément besoin de beaucoup réfléchir. Il y a bien sûr plusieurs causes possibles pour expliquer pourquoi votre petit ami tire la gueule, mais comme cela fait longtemps que vous habitez avec, vous avez la flemme de chercher une cause complexe à chaque fois. Vous sortez donc de votre petit dossier une explication suffisante pour avoir le sentiment d'avoir compris, c'est parce que vous avez fini tout seul le dernier pain au chocolat, tant pis, elle s'en remettra. Dans le cas du schéma de causalité multiple nécessaire, par contre, vous êtes dans une situation qui demande plus de réflexion. La situation n'est pas habituelle et vous n'êtes donc pas sûr de savoir par quel schéma de causalité il est le plus judicieux de passer. Vous allez donc prendre en compte plusieurs causes, les examiner une par une. Ensuite, il décrit deux principes que suivent ces schémas de causalité. Un principe dit d'ignorement, les gens vont avoir tendance à ignorer la plupart des causes pour n'en retenir à la fin qu'une seule, et un principe d'augmentation. Si on suppose qu'une personne a réussi ses examens parce qu'elle est intelligente, on a là une cause facilitante, c'est-à-dire une cause qui va dans le sens du comportement observé. Mais si on apprend à côté que cette personne n'a absolument pas travaillé pour cet examen, eh bien la cause facilitante, elle est intelligente, va être perçue comme encore plus importante. Elle est très intelligente, car on y a présenté en parallèle une cause inhibitrice. Elle n'a fait aucun effort, elle n'a pas travaillé. Cela aurait dû être plus difficile pour elle d'avoir une bonne note, et pourtant, elle a réussi. Avez-vous pensé à liker cette vidéo ? C'est un moyen très simple de soutenir notre chaîne. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas également à nous le signaler en commentaire ou à nous poser vos questions. Dans le prochain épisode, nous continuerons de voir des théories des attributions causales. Alors abonnez-vous pour ne pas le louper. Nous, on vous dit à très vite et bonne chance à tous.